Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo. Alors que les rencontres se font pour trouver une solution à la crise dans l'est du territoire congolais, l'Angola, qui était le pays désigné par l'Union africaine pour mener la médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, a fait une nouvelle annonce en ce début de semaine. Le président angolais a annoncé qu'il y aurait très bientôt des discussions, un dialogue entre le M23 et la République démocratique du Congo. On sait que depuis là, la République démocratique du Congo, ou du moins Félix Tshisekedi, le président congolais, s'est formellement opposé à toute forme de discussion avec le M23. Mais l'Angola annonce qu'il pourrait bien y avoir des négociations entre la RDC et le M23. On sait que bien avant l'Angola, les évêques et les pasteurs congolais, avec leur organisation, ont pris le bâton de pèlerin en rencontrant certains acteurs clés dans cette crise, y compris des acteurs de l'AFC M23. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Donatien Awesso. Finalement, Félix Tshisekedi aurait-il accepté ou envisagé de discuter avec le M23, parce que c'est apparemment ce qu'annonce l'Angola, des discussions possibles entre Kinshasa et le M23? Oui, ce que je remarque, c'est que le président Tshisekedi ne voudrait pas, premièrement, recourir à la force. Je ne sais pas si c'est parce que son armée n'est pas aussi, je vais dire, puissante par rapport à l'armée rwandaise et puis à ces hommes, à cette bande armée de M23 qui vient semer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Si l'Angola voudrait un possible dialogue, il y a toujours du bien dans un dialogue, mais allons-y voir si ce dialogue, ce n'est pas de la diversion pour gagner du temps et du terrain. Si quelque chose, une bonne foi est déjà affichée par les protagonistes du dialogue, on est pour. Mais moi, je réitère encore que si ces tentatives échouent encore, il ne faudrait pas l'ombre d'un seul doute que le président Tshisekedi passe avec la manière forte au niveau de l'endroit où se trouve l'agression. Ça, c'est une agression territoriale. Depuis longtemps, moi, je n'ai pas aimé ce qui se passe là-bas. Parce que nous voyons le Rwanda qui négocie ces minerais qui ne sont pas sur son sol avec d'autres puissances. C'est incongru. Vous n'avez pas ces minerais sur votre sol, mais vous négociez cela avec d'autres personnes. C'est de l'agression. C'est vraiment de l'agression. Donc, l'annonce de ce dialogue par c'est Joao Lorenzo, je pense, c'est lui qui veut prendre son bâton de pèlerin pour mener le dialogue entre Kinshasa et le M23. Je suis pour, mais il faudrait que les protagonistes, véritablement, puissent avoir une bonne foi, surtout le M23. Ce M23, on se rappelle très bien, on le sait, que c'est soutenu par Kigali, qui parle de Kigali, parle bien sûr du président Kagame. Et comme l'a dit Abaïli, est-ce que véritablement ce dialogue pourra avoir ses effets si ce n'est pas mené par l'Union africaine, qui pourra quand même avoir une mainmise sur le pays, qui est le soutien au M23? Je me pose aussi cette question. Je rappelle que c'est l'Union africaine qui est bien chargée, l'Angola, pour mener cette discussion. Là, ça me va clairement. Ce n'est plus avec le côté SADC où c'est véritablement, ça penche juste sur un seul côté. Ce que moi je réitère ici, c'est que je suis contre cette agression territoriale qui se fait sur le territoire, si je peux pléonasmer, de la RDC. Et ça, soutenu par un pays qui est le Rwanda. Je ne suis pas pour, mais si cette annonce de possible rencontre pourra donner quelque chose et qu'on voit déjà qu'il y a des garanties, ces garanties doivent être quoi? Que certaines personnes qui agressent commencent déjà par rebourser chemin, quitter petit à petit. Voilà. Alors, Donatien, ce que je ne comprends pas chez vous, c'est que vous étiez tout à l'heure d'accord pour une intervention armée, vous êtes encore pour un dialogue, laquelle pourrait être la solution? Il y a déjà le dialogue qui est annoncé. On ne va pas dire, nous ne dialoguons pas, allons-y. Non, tentons-le et voyons la bonne foi des gens. Et dans ce dialogue, lorsque ça ne va pas aboutir
alors là, plus question de dialogue. Parce que ça a trop duré, des gens sont morts. Est-ce qu'on nous a dit qu'il y a des Rwandais qui sont morts? Non. C'est sur le territoire de la RDC qu'on vient tuer. Ce sont les minerais de la RDC qu'on est en train de prendre. Donc on va quand même pas jouer au sein avec le M23 ou bien Kigali. On tente le dialogue, mais si ça ne donne pas, il faut passer par les Kalachnikov et puis les obus. Merci beaucoup, Donatien Ouessor. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pour un autre aspect de la question, Kokouvia Baili Abassa, l'Angola annonce des négociations très prochainement avec, entre la RDC et le M23. Discussion directe plutôt entre la RDC et le M23. D'ailleurs, une précision vient d'être apportée par rapport à la date. Ce sera à partir du 18 mars courant. Et donc, c'est dans quelques jours que ces négociations devraient commencer. Une annonce faite quelques jours après la visite du président congolais Félix Tshisekedi auprès de son homologue angolais João Lourenço. Finalement, Félix Tshisekedi serait-il prêt à discuter? Si le président Tshisekedi accepte de discuter avec le M23 directement, c'est qu'il y a un grand verrou qui vient de se lever sur cette situation qui se passe en RD du Congo. Je vais un peu en profondeur. Vous savez, les grands acteurs de la géopolitique dans cette sous-région, dans la sous-région en question, c'est qu'il y a les États, il y a les groupes religieux, il y a les groupes ethniques comme les Hutus et les Tutsis, qui sont des acteurs de grands majeurs, mais il y a le FDLR et le M23 qui sont des groupes rebelles dans la zone. Ce sont des acteurs de la géopolitique de la région. Et si vous ne voulez pas discuter avec un acteur de la géopolitique, c'est que vous ne pouvez pas contrôler les actions de cet acteur. Et chaque acteur a pour ambition de contrôler l'action de l'autre. Donc, M23 cherche toujours à contrôler les actions de la RDC comme du Rwanda. La situation a évolué. Ça fait plus de 30 ans que cette guerre sévit dans la sous-région. Et on a perdu plus de 10 millions des êtres humains dans la zone. Des écoles sont devenues des lieux de refuge. Les élèves n'ont plus accès aux écoles. Les hôpitaux, n'en parlons même plus, il n'y a plus d'hôpitaux dans la zone pour soigner des blessés qui sont des blessés souvent du M23 ou d'autres groupes armés dans la sous-région. Donc la situation humanitaire est devenue vraiment très précaire dans la zone et ce sont les Congolais qui subissent ces actions depuis des années. Sur le plan économique, mon cher vis-à-vis Donatien vient de dire tout de suite, les minerais du Congo sont souvent exploités par le M23 et vendus par un autre pays. Alors revenons aux discussions. Je suis en train d'aller vers cette discussion. C'est-à-dire que tous les présidents qui se sont succédés en RD Congo ont refusé de discuter avec le M23. Et ce problème est resté jusqu'aujourd'hui. Il y avait eu un dialogue, je rappelle, après en 2003 et autres, quand c'était des dialogues après la première sortie du M23, oui. Quand le groupe a été battu, il s'est replié, il y avait un accord, mais le M23 a eu résurgence parce qu'il a estimé que cet accord n'est pas réellement respecté. C'est pour cela que je parlais du dialogue résurgence. Oui, et aujourd'hui, la situation a évolué où ce M23 a pris Goma, a pris Bukavu, et ça continue pas à se métastaser dans la zone. Donc l'objectif du M23 quand ils ont dit, c'est que ils vont directement vers la capitale du Congo pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, nous tous nous savons que M23 a pris vraiment une force énorme dans la sous-région où même les missions militaires qui sont dans la zone comme MONUSCO, la MONUSCO et la SAMI-DRC. Oui, toutes ces missions n'ont pas pu venir à bout du M23. Donc, le mieux, c'est de discuter avec M23 pour comprendre un peu leur logique, surtout que M23 vraiment a accepté aller à la table de discussion, si vous permettez. Merci beaucoup. À vous, Kokovi Abaili Abassa. Dieu donne nous. Actuellement, on se discute le sort de la République démocratique du Congo, surtout de l'est du territoire congolais,
à deux volets. On vient de parler de la SADC où l'on se réunit au Zimbabwe pour renforcer le dispositif de la SAMIDRC pour une intervention militaire. Mais d'un autre côté, l'Angola, qui est aussi membre, je dois le rappeler, de la SADC, annonce pour le compte de la négociation qu'elle met pour l'Union africaine qu'il y aura des discussions directes entre Kinshasa et le M23, discussions qui pourront débuter le 18 mars. Oui, Guillaume, je pense que c'est dans la logique, c'est dans la réelle logique des choses. Discuter n'empêche quand qu'on même s'arme et qu'on discute à la fois. Naturellement, avoir une arme, avoir de l'art, comment dirais-je, dans une main et dans l'autre main le micro. Okay. C'est ce qui devrait se faire cette fois-ci pour pouvoir arriver à bout de cette crise. Il faut que la République démocratique du Congo concède ou alors fasse un sacrifice. Dans une crise, il y a toujours ce qu'on appelle la concession et les sacrifices. Et donc forcément, il faut y aller pour pouvoir sauver le petit ou alors le reste qui est là. Alors, continuez par discuter et continuez par s'armer. Fait comprendre quand même à son interlocuteur ou alors à celui qu'on a en face de soi que ce n'est pas parce que nous sommes fragiles que nous venons à la discussion. Nous pourrions aller aussi par la force, comme la force que vous êtes en train d'utiliser sur le terrain. Et pourtant, nous avons opté pour les discussions pour pouvoir préserver la paix civile. Et donc, il ne faut pas être faible et aller en discussion. Ce sont les forts qui discutent. Ça, je veux préciser cela. Okay. Ce n'est pas parce que vous êtes faible que vous voulez discuter. Vous discutez parce que vous êtes suffisamment fort. C'est en cela que je parle de rapport de force. Et donc, la réunion de SADC n'est qu'une suite logique de cette réunion annoncée par l'Ouganda pour amener le M23 à la table. Alors, si après la visite du président Tshisekedi, l'annonce là fait face, cela voudrait dire, quelque part, Tshisekedi aurait concédé à quelque chose, aurait sacrifié quelque chose, son ego, face à l'aggravation de la situation sur le terrain. On écoutait Tshisekedi il y a quelques moments, n'accepterait jamais discuter avec le M23 parce que ne reconnaissant pas M23 et donc voyait derrière tout cela le Rwanda, alors que le Rwanda visiblement n'est pas la personne qui a pris le devant de la chose mais est derrière en train d'appuyer. On parle toujours d'un appui du Rwanda, un appui du Kigali. Alors, qui émet l'initiative et qui appuie? Alors, l'émetteur d'initiative ou alors l'initiateur doit venir autour de la table et certaines fois, même si on le minimise, pour pouvoir sauver des vies, des populations civiles, il faut mettre de côté ce manteau-là et accepter, regarder son ennemi en face maintenant. Et ce qu'il y a lieu de dire, on se le dit à la table, mais sur le terrain, on s'arme bien. Je pense que c'est dans la logique des choses. Et c'est pour vous la solution, aller discuter à partir du 18 avec le M23 directement? C'est une solution, ce n'est pas la solution. C'est une des solutions. C'est une des solutions. On ne peut pas privilégier le dialogue à la force militaire. Non plus, on ne peut pas privilégier la force militaire au dialogue. Il faut que les deux marchent de pair. Merci beaucoup. À vous, Dieu Donatien. Je reviens à vous, Donatien. Vous avez effectivement abordé dans le même sens le sujet, en estimant qu'il faut discussion et aussi force sur le terrain, mais on sait que le président Tshisekedi a toujours évité ou a toujours annoncé que lui ne voulait pas discuter avec le M23 parce que pour lui, il n'y a pas de M23, il n'y a que la RDC, il n'y a que le Rwanda plutôt. Pour le Rwanda, c'est seulement le M23 qui est sur le terrain, il n'y a pas d'éléments rwandais. Le Félix Tshisekedi a depuis longtemps rejeté toute idée de discussion avec le M23. Est-ce que cette annonce telle qu'elle est faite ne cache pas peut-être un aveu de faiblesse face aux solutions qu'il aurait peut-être imaginées pour venir à bout du M23? Et aussi, même si cela n'est pas le cas, est-ce que discuter à l'étape actuelle où le M23 a déjà pris le nord Kivu et le sud Kivu et qui avance justement dans le sud Kivu en allant vers d'autres provinces, est-ce que cela ne pourrait pas peut-être aboutir finalement à une scission de la République démocratique du Congo si chacun devait rester sur sa position et ne plus avancer? Oui, ça aussi. En politique, il y a des pesanteurs dans des prises de décision. Il y a plusieurs contingences qu'il faut prendre en compte. Et c'est peut-être ce qui aurait poussé Tshisekedi à ne pas véritablement aller sur sa lignée de non-dialogue avec le M23. Il y a plusieurs contingences. Vous aurez peut-être l'idée de faire quelque chose, mais en ayant vu des paramètres, en ayant consulté des paramètres, vous direz, bon, j'attends un tout petit peu. Donc, moi, je peux dire, arriver à un moment donné, que j'ai eu à me dire que c'est comme le président Tshisekedi voit qu'il est militairement faible par rapport
au Rwanda et par ricochet au M23 qui n'arrive pas vraiment à actionner le bouton des armes. Donc maintenant peut-être, comme on l'a dit, comme on le dit souvent, quand un aveugle veut vous lancer des pierres, c'est qu'il a mis le pied sur cette pierre-là. Donc Kinshasa, Kinshasa a sûrement quelque chose dans sa gibecière sur laquelle il compte. C'est la raison pour laquelle il essaie de muscler un tout petit peu maintenant. Et moi, je suis pour les deux méthodes qui sont là. Avoir un gant, des doigts de fer, mais porter un gant de velours. Le velours, là, c'est le dialogue, mais en dessous, on a le fer qui représente pour moi les armes face au M23. Est-ce que la RDC a encore une main de fer aujourd'hui? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que l'armée congolaise n'est pas aussi techniquement et tactiquement forte comparativement à celle du Rwanda, même si au niveau du Rwanda, l'effectif... Parce que quand on prend le Rwanda, c'est rien. Hein. Le Rwanda... En matière de superficie et de population. C'est rien, mais c'est un pays très avancé. Très avancé en technologie, parce que en matière de guerre, c'est pas le nombre de soldats qui compte, mais c'est la stratégie, les outils, les moyens et tout. Donc, que Tshisekedi revoie ses copies et puis qu'il avance. Parce que moi, je voudrais qu'on arrête ça. Un pays ne peut pas venir agresser un autre et vendre les minerais qui se trouvent sur un autre territoire. C'est incongru. Et à l'heure actuelle que l'Union africaine ne dise rien et qu'on tergiverse jusqu'à vouloir dialoguer encore. Vous venez prendre ma chose, vous voulez maintenant dialoguer? Non, mais si j'ai de la force, je finis avec vous. Hein. Merci beaucoup. C'est là justement que j'ai du mal à vous suivre, Donatien, parce que j'ai l'impression que vous êtes tantôt pour, mais tantôt contre. Ouais. Alors, Kokouvia Baili Abassa, est-ce que le timing est finalement bien choisi pour aller discuter avec le M23? On aurait estimé que dès le début de la résurgence du M23, quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, il aurait pu peut-être engager un autre dialogue, mais il a refusé. Durant des années, il a toujours refusé de discuter avec le M23, arguant que le M23 n'existe pas et que ce n'est que le Rwanda qui se métamorphose en M23. Aujourd'hui, l'Angola annonce que la RDC va discuter avec le M23. Est-ce que le timing est bien choisi? Et si oui, est-ce que la situation actuelle, le positionnement des différentes forces sur le terrain ne risque pas de nous conduire à une scission de la RDC, vu que le M23 occupe déjà le nord Kivu et le sud Kivu et s'étend dans la zone? Vous savez, tout dépend des éléments qui seront mis à table des deux côtés. Mais je pense que c'est le timing normal. Il n'y a pas... refuser jusqu'à 2025 pour venir accepter, c'est bon. On ne peut pas refuser jusqu'à avoir le nombre de cercueils est égal au nombre de la population du Congo. Et il est arrivé à un moment donné... Est-ce qu'il ne fallait pas discuter dès le début? Il fallait discuter dès le début, sauf que le président Tshisekedi, je le dis et je le répète, considère toujours un 23 comme des patins de Kigali. C'est pour cela qu'il avait dit que lui préfère discuter directement avec Kigali au lieu de discuter avec les supplétifs avec les patins de Kigali qui est le M23. Donc, vous avez vu que quand il a commencé les discussions, quand les gens ont réussi quand même à les mettre ensemble, je voulais parler de Paul Kagame et de Tshisekedi. La situation s'est polarisée au point où, lors d'une discussion, Kigali même a proposé au Rwanda d'aller discuter avec le M23. Ce que Tshisekedi a toujours refusé. Vous avez vu que, aussitôt, ce refus est public, que M23 a pris un peu plus de force. Jusqu'à prendre deux grandes villes de l'Est de la province, d'ailleurs. Voilà, des capitales des provinces de deux provinces de la RDC. Donc, c'est aller déjà loin au point où Tshisekedi est dos au mur aujourd'hui. Les actions de l'armée n'ont pas donné du fruit. Les actions de négociation avec Kigali n'ont pas donné du fruit.
s'il y a mieux à faire aujourd'hui, c'est d'aller directement en discussion avec le M23 pour comprendre un peu le fond même, c'est-à-dire que les revendications du M23, et si possible, s'il faut apporter des solutions, il faut le faire. Vous voyez par exemple que au moment où l'ancien président de la RD Congo était au pouvoir, je voulais parler de Joseph Kabila, il a réussi quand même à calmer M23 à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a donné en contrepartie? Nous tous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le savoir. Mais vous avez vu que quand il se sent un peu enculé avec cette histoire de l'alliance du fleuve du Congo, ces rebelles qui sont réunis, on dit que c'est lui qui est derrière. Vous voyez, Tshisekedi est dos au mur aujourd'hui, ne peut aller en discussion avec vous avez vu tout récemment. Alors, il avait mis même après la tête des chefs de M23. D'autres, voilà, ça n'a pas duré. Le renseignement lui a permis de comprendre que non, la situation, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, il est obligé d'aller à la table de discussion. Est-ce qu'il n'y va pas justement en position de faiblesse? Je ne dirais pas qu'il va en position de faiblesse, puisque presque tous les pays de SADC, les 16 pays, aujourd'hui, sont derrière la RDC. Sur le plan militaire et même en appui, et même de soutien diplomatique. Mais on comprend aussi que même avec ces appuis, M23 avance toujours. Donc, s'armer, comme mes co-débatteurs l'ont signifié tout de suite, avoir les armes dans une main et quand même se dire que bon, on peut s'entendre. Si cette discussion ne donne rien de bon, l'action militaire serait la plus plausible. Et je pense que toutes les institutions internationales, que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'Union africaine, toutes ces organisations viennent toujours en appui de la RDC. Merci beaucoup. Les discussions doivent normalement démarrer ce 18 mars selon l'annonce faite par l'Angola. Est-ce que discuter aujourd'hui, au moment où le M23 s'est bien positionné sur le terrain, il occupe 2 provinces dans l'est de la République démocratique du Congo, il a pour ambition de venir conquérir le pouvoir à Kinshasa et continue de dominer en tout cas dans cette région, est-ce que le moment est le meilleur pour aller discuter quand on sait que depuis des années, les appels ont été faits à Félix Tshisekedi pour discuter avec le M23, mais il a refusé. Pourquoi serait-il aujourd'hui en position de force? Qu'est-ce qui déterminerait justement sa force dans les discussions aujourd'hui? Non mais écoutez, ce que je déplore, c'est qu'au départ, c'est vrai, le président congolais, Félix Tshisekedi, a minimisé les menaces du M23. Et les atouts qu'il y avait à disposition du groupe M23, le président Tshisekedi avait minimisé tout cela. Voilà pourquoi ses langages étaient beaucoup plus tournés vers un non et un non. Il a même dit que le Rwanda veut la guerre, il l'aura. La guerre. Mais malheureusement, je ne sais pas sur quoi comptait Tshisekedi pour promettre la guerre. Aujourd'hui, les réalités d'une guerre écrasante se sont présentées à Tshisekedi, mais apparemment, c'est comme il n'arrive pas véritablement à livrer la guerre, comme il a promis, voyant en M23 le Rwanda, malheureusement. Donc, c'était, je ne dirais pas une erreur stratégique de la part de Tshisekedi, mais cette discussion aurait pu avoir lieu un peu plus tôt, et si la chose ne se résorbait pas, alors on faisait appel rapidement à la force militaire et concrétiser ce qui a concrétisé. Malheureusement, l'ennemi a pris un peu le dessus aujourd'hui. La preuve, sur le terrain, on va d'agression en agression, de conquête en conquête. Et je ne sais pas la prochaine ville qui sera encore occupée par le M23. Je ne le souhaite pas. Mais je pense que Tshisekedi n'avait pas pris la mesure des choses à temps et a pris le train déjà sur les rails et il ne peut pas laisser s'échapper tout entre ses doigts. Voilà pourquoi il a accepté aujourd'hui aller à la table de négociation. Je crois que ses pairs lui ont fait comprendre que si tant est que le M23 est appuyé
par le Rwanda, alors avoir M23 autour de la table serait d'une manière ou d'une autre avoir aussi le Rwanda autour de la table. Donc il est bien de discuter ou alors d'échanger avec le M23, mais tout en ayant une main solide. Voilà pourquoi je disais tantôt, ce n'est pas pour rien que la réunion SADC a eu lieu. La réunion du SADC ne parle pas trop des discussions ni de dialogue, mais beaucoup plutôt sur le plan militaire. Cela voudrait dire il a déjà un appui militaire assez conséquent, ce qu'il n'avait pas de par le passé, parce qu'avant ce sont quelques pays qui ont envoyé quelques contingents. Alors cette fois-ci, si la SADC se réunit et met en place une stratégie commune, cela voudrait dire on aura plus de bataillons, plus de forces en face du M23. Et donc il a aussi la latitude maintenant d'aller autour de la table et poser ses conditions. Il n'ira pas en position de faiblesse, même si, entre guillemets, une faiblesse aurait déjà dessiné ce qu'on est en train d'observer sur le terrain. La participation à cette réunion cette fois-ci serait beaucoup plus rassurante parce que il aurait derrière lui tout un bataillon ou alors toute une organisation de l'Afrique de l'Ouest, militairement parlant, en train de le soutenir pour pouvoir imposer ce qu'il y a lieu d'imposer sur la table dans les discussions avec M23, voyant à travers M23 Kigali. Et donc il n'y va pas en position de faiblesse, c'est le timing est le meilleur selon vous. Le timing, je n'ai pas dit que le timing est le meilleur, mais à défaut du bon timing, voilà le timing qu'il faut. Celui-ci n'est pas mal quand même. Ce n'est pas mal. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.